Bonjour. Alors maintenant, pour terminer ces séquences d'initiation à l'hydraulique sous pression, je vous propose 3 exercices un peu casse-tête, particulièrement adaptés au réseau d'alimentation en eau potable. Si vous arrivez à refaire ces 3 exercices sans difficulté, vous saurez être de bons ingénieurs et être particulièrement à l'aise dans les calculs de ces réseaux d'alimentation en eau potable. Maintenant, je vous propose un deuxième exercice casse-tête relativement courant finalement, qui s'appelle le surpresseur et aspiration en charge, à travers un exemple fictif d'un village d'environ 1000 habitants, à altitude 300 mètres, alimenté en eau potable par un réservoir à l'altitude 360, une conduite principale de longueur 1000 mètres, de diamètre 100 mm. Ce village consomme 300 m3 jour environ, y compris les fuites, et aux heures de pointe, on peut s'attendre à un débit instantané d'environ 9 litres seconde. Ce village fait l'objet d'une extension, c'est-à-dire qu'on a un lotissement en projet qui se développe à une altitude comprise entre 340 et 350 mètres. Et cette population attendue est de 200 habitants et aura une consommation d'environ 50 m3 jour et sera alimentée par une prolongation du réseau de longueur 500 mètres, toujours de diamètre 100 mm. Ce que l'on voit, c'est que la nuit, quand tout le monde dort, personne ne consomme de l'eau, quasiment, on a dans le réseau la pression statique générée par la cuve du réservoir, donc 360, et le village étant situé, cette extension de village étant située entre 340 et 350 mètres, les habitants ont une pression d'environ entre 10 mètres de colonne d'eau et 20 mètres de colonne d'eau, soit entre 1 et 2 bars. Or, pour tous les appareils électroménagers type lave-linge, lave-vaisselle ou même des chauffe-eau à gaz, par exemple, qui existent encore, on aime bien avoir une pression d'environ 2,5 bars ou 25 mètres de colonne d'eau. Donc on voit déjà que c'est un peu juste. Ensuite, aux heures de pointe de consommation des habitants du village principal, le débit de pointe de 9 litres seconde génère une perte de charge dans le réseau qui fait chuter la pression d'environ 15 mètres. Donc ça veut dire que quand tout le monde tire de l'eau en même temps, pratiquement, la pression résiduelle dans le réseau, dans la zone de future extension, elle est quasi nulle. On tombe ici à 345, ça veut dire qu'au rez-de-chaussée, on risque d'avoir un petit peu d'eau dans les maisons les plus basses, mais pas dans les étages des maisons les plus hautes. Donc il faut trouver une solution. Première solution, c'est de construire quelque part dans une zone bien alimentée en eau, quelles que soient les heures de pointe, assez basses, une bâche de reprise, donc un petit réservoir qui va se remplir par le réseau avec un système de chasse d'eau pour fermer quand il est plein. Ensuite, une pompe qui va alimenter un réservoir à créer assez haut, environ 25 mètres plus haut que les maisons les plus hautes. Et puis ensuite, une deuxième conduite de distribution pour générer cette distribution d'eau dans le lotissement en cours. Donc ça, c'est la solution classique, mais on voit que si on implante par exemple cette bâche à l'altitude, je dirais environ 330 mètres par exemple, pour être bien alimenté, quel que soit le débit appelé par le réseau, il va falloir monter l'eau ensuite de 330 à environ 375, un nouveau réservoir qui serait à construire à la zone 375. Ça veut dire qu'on va monter l'eau d'environ 45 mètres. Et ce que je vous propose maintenant, c'est une solution
d'aspiration en charge dans le réseau d'arrivée et de surpresseur dans une première phase, puis éventuellement de construction d'un réservoir lorsque la zone sera à son maximum d'expansion. Voilà, donc c'est ce deuxième petit casse-tête que je vais développer. Alors pour des questions de lisibilité, je reporte ce réseau ici en détail ici, avec ma pompe qui va marcher en aspiration en charge avec l'eau qui vient du réservoir et qui aura traversé le village. Et je place tout de suite ma conduite de distribution avec les branchements des futurs abonnés. En parallèle, je mets dans la même tranchée, si j'ai un peu de financement, le futur refoulement pur qui sera fonctionnel en deuxième phase. Si un jour je construis un réservoir à la bonne altitude, mais ce n'est pas obligé, en fonction du développement de cette expansion, il n'est pas certain qu'il soit obligatoire de mettre un réservoir. Donc, je vais avoir un fonctionnement par surpresseur avec une pompe ou des pompes fonctionnant en aspiration en charge. Et pour assurer une bonne régularité de la pression chez les abonnés, j'installe 2 ballons de régulation. Alors, un ballon à l'aval de la pompe, donc un ballon, c'est de l'air en partie supérieure et de l'eau ici. Donc, quand la pompe démarre, le petit coup de bélier de démarrage est amorti par l'air qui se trouve dans l'eau. Et si la pompe s'arrête, l'air sous pression fournit aux abonnés de l'eau quand ils ouvrent leur robinet. Et on met un manomètre, un manostat plutôt ici, avec des contacteurs. Et en fonction de la pression, la pompe va s'arrêter ou démarrer. Si la pression baisse, ça veut dire que le niveau d'eau aura baissé, la pression d'air aura baissé. À ce moment-là, la pompe va démarrer et comme elle fournit un débit plus fort que ce qui est demandé, elle va regonfler le ballon et quand la pression sera devenue un peu trop forte, enfin au maximum, on arrêtera la pompe. Donc ça, c'est le fonctionnement classique en surpression. Ce qui est très important, et je tiens à signaler, c'est qu'à partir du moment où on aspire dans un réseau de distribution en charge, il est important de mettre aussi un ballon de régulation à l'amont, en général qui va être beaucoup plus petit, toujours pareil avec de l'air et de l'eau. Et pour quelle raison? En fait, quand la pompe démarre, elle génère un petit coup de bélier, qui peut être très fort dans des conduites très rigides quand il y a des grandes vitesses. Donc ce petit coup de bélier provoqué par un démarrage de pompe fait une petite dépression et du coup, quand vous avez un ballon de régulation juste à l'amont de la pompe, il va libérer de l'eau et empêcher cette dépression de se propager dans tout votre réseau de distribution. Sinon, on aurait des petits coups de bélier qui se répercuteraient dans tous les branchements du village. Aussi bien au démarrage qu'à l'arrêt. Vous imaginez que la pompe est en fonctionnement, elle s'arrête d'un seul coup, elle va créer une onde de surpression dans le réseau et cette onde va être amortie grâce au ballon qui est juste à l'amont. Alors, pour avoir un peu de sécurité, par exemple, vous pouvez avoir 50 litres minimum ici, mais jusqu'à 100 litres s'il faut. Tout dépend évidemment des débits et des diamètres des canalisations et des variations de vitesse. Mais en réseau rural, souvent avec 50 ou 100 litres côté amont, on atténue ces phénomènes d'arrêt et de démarrage de la pompe qui marche en aspiration en charge. Et par contre, pour côté distribution, plus vous mettez un ballon gros,
plus vous avez de l'autonomie. En cas de coupure de courant, vous avez de l'eau pendant un quart d'heure, une heure, une demi-heure, ainsi de suite. Et vous pouvez multiplier les ballons pour avoir une grande autonomie. En ayant des ballons de grande capacité, vous espacez les arrêts et démarrages de pompe. Et le démarrage d'une pompe chauffe le moteur. Donc si vous avez trop de démarrage trop fréquent, le moteur n'a pas le temps de se refroidir et peut griller. C'est le moteur qui est le point sensible de la pompe dans un surpresseur. Donc par exemple ici, vous n'hésitez pas à mettre 300 à 500 litres de capacité. Et vous pouvez commencer par 300 litres et puis si la zone se développe plus que prévu, eh bien, vous mettrez un deuxième ballon de 300 litres en parallèle, vous pouvez multiplier les ballons. Et puis si vraiment cette zone se développe, peut-être qu'il faudra aussi augmenter votre capacité, votre débit de pompe. Mais ça, c'est à voir dans les 5, 10, 15 ou 20 ans qui suivent. Donc cette première phase est opérationnelle en fonction du nombre de branchements qui s'effectuent chaque année. Le surpresseur fournit la pression, le débit demandé par les abonnés. Et vous garantez une pression équivalente à une cote, par exemple, 375. Et vous ferez fonctionner votre ballon entre deux pressions, par exemple, 370 et 375. C'est-à-dire que si la pression correspond à une altitude de 370, la pompe démarre, et si la pression correspond à une altitude de 375, elle s'arrête. Vous aurez environ 5 mètres de battement entre l'arrêt et le démarrage. Donc 0,5 bar au manostat. Si des normes de protection contre l'incendie particulières sont imposées et qu'il vous faut un gros débit instantané dans ce lotissement, ben soit vous revenez à une solution avec un gros stockage et des grosses pompes pour alimenter les bornes d'incendie, soit vous alimentez un nouveau réservoir et à ce moment-là, vous faites le réservoir définitif à la cote 375 avec le réseau de distribution, vous le barrez ici, vous marchez en refoulement pur pour remplir ce réservoir et vous avez un fonctionnement classique avec éventuellement ici, pour les pompiers, une réserve incendie de 60 à 120 mètres cubes en fonction des exigences du service départemental d'incendie et de secours. Voilà, donc maintenant on va passer à l'interprétation sur un diagramme de pompe centrifuge pour voir comment vont fonctionner ces pompes en surpression. Avant de revenir en détail sur le fonctionnement des pompes à travers une courbe caractéristique de pompe, revenons un petit peu sur notre diagramme. Donc la pression à l'aspiration, je vais prendre un peu de marge, c'est-à-dire que même si aux heures de pointe on tombe à 345 mètres, je vais par exemple supposer que quand la pompe va démarrer au moment de la consommation maximale du village principal, on tombe à environ une cote piézométrique d'environ 335. Et il faudra monter donc à 375, on va monter de 40 mètres. Juste un détail concernant l'intérêt aussi du ballon de régulation à l'amont d'une pompe qui fonctionne en inspiration en charge. Il se trouve que j'ai eu une mauvaise expérience une fois où j'avais oublié de mettre ce ballon et quand la pompe démarrait, elle générait une petite dépression qui faisait tomber le manomètre, le manostat côté aspiration, qui croyait qu'il n'y avait plus d'eau à l'arrivée de la pompe, donc par sécurité, couper la pompe. Donc la pompe démarrait, s'arrêtait sans arrêt parce que le manostat recevait une dépression qui correspondait au petit coup de bélier de démarrage de la pompe. Donc un petit ballon de régulation côté amont
permet d'éviter cet inconvénient. Revenons maintenant sur cette courbe caractéristique de pompe. Une pompe centrifuge a une courbe caractéristique de fonctionnement de cet ordre-là, avec la hauteur manométrique totale en ordonnée et le débit en abscisse. Le constructeur de la pompe vous dit d'utiliser de préférence la pompe dans une plage optimale qui correspond au meilleur rendement. Le constructeur vous donne toujours, en plus de la courbe caractéristique, la courbe du rendement, état, la lettre grecque état. Par exemple, j'ai figuré 40%, 50%, 60% de rendement. Les petites pompes, en général, ont des rendements qui plafonnent autour de 60%. Et le constructeur vous conseille d'utiliser la pompe dans une plage qui correspond à son bon rendement. Notre pompe, en aspiration en charge, a une pression à l'aspiration très variable. Donc la nuit, par exemple, dans notre cas, la nuit, la hauteur de refoulement est très faible. On part de la pression statique 360, on veut monter à 375. Donc ça veut dire que la pompe, comme travail, n'a que 15 mètres à remonter. Par contre, quand la pression à l'aspiration est très faible, donc là j'ai supposé une pression très faible de 335, il faut remonter à 375, donc ça nous fait 40 mètres à remonter au niveau de la hauteur géométrique. À ces deux hauteurs de manométrique totale différentes correspondent deux débits. Si la pompe doit remonter de 40 mètres, elle va donner un débit faible, un débit minimum. Si par contre elle n'a que 15 mètres à remonter, elle va fournir un débit maximum bien plus fort. Sur le graphique des constructeurs, vous pouvez souvent voir des petits pointillés en fin de course de la courbe de la pompe. Et ça veut dire que le constructeur dit attention, dans cette zone, la pompe n'est pas faite pour travailler avec des très faibles hauteurs manométriques totales. Elle n'a pas assez de travail à faire par rapport à la conception, à sa conception, par rapport au travail qu'elle est censée effectuer. Et souvent, on risque la cavitation si on s'approche trop près de l'extrémité de cette courbe. Donc voilà le principe de fonctionnement. La pompe va marcher entre deux plages qui sont données par les conditions de fonctionnement. Après, au niveau énergétique, vous serez plutôt dans des pressions moyennes qui correspondent, si possible, à la plage optimale que le constructeur vous aura donnée.